Bienvenue sur ce nouveau podcast des critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de cinéma encore une fois et on va parler de trois gros films que j'ai pu découvrir, trois grosses œuvres cinématographiques pour être plus exact. On a eu une semaine un peu en dents de scie niveau cinéma, il n'y avait pas de grosses sorties, alors il y avait de grosses sorties mais c'était des sorties que j'ai pu soit vous chroniquer la semaine dernière, soit que je vais vous chroniquer maintenant, mais à part ça, il n'y avait pas grand chose. Il y a eu donc Projet Dernière Chance dont je vous ai parlé la semaine dernière qui est trouvable sur toutes les plateformes de podcast et même sur YouTube si vous souhaitez voir mon avis sur Projet Dernière Chance. Et cette semaine on va parler des rayons et des ombres de Xavier Giannoli, mais à part ça il n'y avait pas grand chose, donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle de cinéma, sachant que je voulais un peu vous parler des Oscars, mais à vrai dire j'ai pas grand chose à dire, sincèrement j'ai vraiment rien à dire sur les Oscars, donc on parlera même pas des Oscars. Mais du coup je me suis dit qu'on allait trouver deux œuvres que j'ai pas encore vues, deux œuvres que je devais découvrir. Et c'est marrant parce que c'est deux œuvres que je devais découvrir dans deux univers différents. On a d'abord Halloween de John Carpenter, qui est un des rares slashers que j'ai pas vu. J'essaye vraiment tous les mois d'octobre depuis 2 ans de découvrir des œuvres cinématographiques en rapport avec le cinéma d'horreur, que ça soit du cinéma de genre, que ça soit du slasher, que ça soit des films de crime ou ce genre de choses. J'essaie vraiment de remplir ma culture sur ce côté-là. Je vous fais avec entre autres un marathon généralement de films d'horreur. Est-ce qu'il y aura cette année? Je ne sais pas encore, sachant qu'il y a le podcast, je doute pour être honnête, mais voilà. Et il m'en manque toujours un et celui qui me manque c'est Halloween. Donc j'ai pu voir Halloween de John Carpenter que je vous parlerai tout à l'heure. Et il y a aussi un documentaire que je dois voir depuis très très longtemps. Ça fait 10 ans que je suis fan de catch, 10 ans que j'entends parler de ce documentaire qui s'appelle Beyond the Mat de Barry W. Blaustein, qui est un documentaire absolument incroyable qui revient sur plusieurs destins et qui moi m'a vraiment brisé. Enfin sincèrement, ce documentaire m'a brisé et il est hyper accessible pour les non fans de catch. C'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. C'est vraiment pour mettre en avant ce documentaire qui est malheureusement trop peu connu. Donc voilà, ça va être les 3 gros sujets de cette semaine, Halloween, Beyond the Mat et les rayons et les ombres, et on parlera enfin d'émissions comme d'habitude, des sorties de la semaine prochaine, mais ça à force vous avez plutôt l'habitude. On va directement commencer par le premier film dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'Halloween de John Carpenter. Souvenez-vous, vous avez hurlé de terreur. Souvenez-vous de Michael Myers, de ce visage lisse et pâle, de ce masque inexpressif derrière lequel se cache la peur, l'horreur. Revivez Halloween comme vous ne l'avez jamais vu. Et effectivement, Halloween de John Carpenter, c'est un film que je devais absolument rattraper. C'est un de mes films, c'est un des films préférés de mon cousin. C'est un des plus gros classiques, on va dire, du cinéma d'horreur dans le genre slasher, qui est, voilà, posons directement les choses sur la table, qui est peut-être un de mes styles d'horreur que j'aime le moins. Honnêtement, les slashers, c'est ce que j'ai le plus de mal. J'ai pas souvenir d'avoir un slasher qui m'a vraiment... même le premier Scream, par exemple, ne m'a pas transcendé. J'ai vraiment un truc où les slashers, c'est vraiment pas le style de film qui m'intéresse. Je sais pas si Massacre à la tronçonneuse peut être considéré comme un slasher. Je pense que si quand même, et c'est peut-être le seul qui sort de ça, parce que j'aime vraiment beaucoup aimer Massacre à la tronçonneuse. Je trouve qu'il y a un vrai truc psychologique derrière Massacre à la tronçonneuse. Halloween, c'est plutôt bien. Sincèrement, je vais être honnête avec vous, c'est plutôt bien. Moi, c'est plus... Je découpe sincèrement le film en 2. Je trouve que la première partie est excellente. Je ne sais pas pourquoi la première partie m'a beaucoup fait penser à un film que j'ai beaucoup aimé, qui en vrai, pareil, n'est pas un slasher, mais se rapproche sur certaines choses, qui est, bien sûr, j'ai plus le nom si c'est bon, c'est It Follows. J'aime beaucoup It Follows, et je sais pas pourquoi cette première partie, avec cette idée d'école, de la façon dont c'est filmé, cette façon assez lente de prendre connaissance de tout ce qu'on doit savoir autour de nous avant de vraiment nous introduire l'élément horrifique en pleine gueule. Je trouve que c'est hyper bien amené. Je trouve vraiment que c'est le gros point fort du film. En même temps, derrière, c'est John Carpenter. Le mec, c'est pas un peintre. Là où j'ai un avis un peu plus réservé sur Wes Craven, mais ça on en reparlera le jour où je vous parlerai d'un film de Wes Craven. Donc je pense qu'on a le temps avant que je vous parle d'un film de Wes Craven, sachant que j'aime vraiment pas beaucoup son cinéma. Je trouve que c'est pas forcément un bon réalisateur. Il a fait des bons films, mais moi je le mets un peu dans la même catégorie que M. Night Shyamalan, dans le sens où oui, il a un ou deux films qui sortent un peu du lot,
mais c'est pas tant que ça un grand réalisateur. Carpenter, j'ai un peu un avis différent. Le mec, c'est quand même le boss pour nous introduire un univers, pour nous introduire une atmosphère. Par exemple, dans The Thing, qui sort quelques années après, si je me trompe pas, en parlant de ça, il parle de The Thing dans Halloween, c'est marrant. Enfin bref. Mais vraiment, Halloween, j'aime bien cette façon. En fait, j'aime bien tout ce qui n'est pas lié à de l'horreur, hein. Ça, sincèrement, j'aime bien l'ambiance dans laquelle on va nous mettre. Alors, c'est lié à de l'horreur, mais plus de l'horreur d'ambiance, plus que de l'horreur slasher. Et c'est vraiment toute la partie slasher de fin où moi, je suis un peu moins fan. Je pense que ça s'explique par quelque chose qui est très simple. C'est extrêmement basique, et avant de voir Halloween, qui est un des premiers slashers, j'ai vu 50 000 slashers de 50 000 manières différentes, et donc du coup la base du slasher va me paraître un peu ridicule, un peu simple, parce que je l'ai vu des milliers de fois, alors que quand Halloween est sorti, c'était la première fois qu'on voyait ce genre de climax. Donc aussi, je pense que je pense sincèrement que ça peut jouer sur mon appréciation du film. J'en ai conscience, et je trouve que c'est toujours important de remettre dans un contexte le film dans lequel on le voit, à quelle période on le voit. Par exemple, commencer les slashers par un autre film, voir plein de slashers et ensuite voir Halloween, ça n'a en vrai pas beaucoup de sens si tu veux avoir un avis assez logique sur Halloween par rapport à comment il a été vécu à l'époque. Donc c'est pour moi important de le remettre dans ce contexte-là. Malgré tout, comme je l'ai dit, moi j'aime beaucoup le début. J'aime beaucoup cette ambiance qui nous a instauré. Déjà, j'aime beaucoup la scène d'intro, que je trouve être hyper intéressant, hyper bien filmé, plan séquence qui s'arrête pas, un vrai beau plan séquence. Et j'aime tout ce qui va aller donc par la suite, où on va retrouver ces filles à l'école, comment on va les filmer, comment on va avoir ce monstre, comment on va avoir Michael Myers qui va sortir, qui va petit à petit arriver dans la vie de ces personnages-là. Vraiment, je trouve ça extrêmement bien amené. Ouais, voilà. C'est là où honnêtement, voilà, j'ai rien d'autre à dire, parce que pour moi, c'est un problème de climax, c'est un problème de finalité du film où je m'y perds. Enfin, pas je m'y perds parce que c'est incompréhensible, c'est juste j'abandonne, mon cerveau freeze. Là où je vais vous parler d'un réalisateur dont j'aime pas trop, dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Pour le coup, là où Wes Craven, dans sa finalité de Freddy, me plaît énormément. Mais Freddy est peut-être un de mes Wes Craven préférés, je pense, avec le premier Scream. Mais c'est vrai que Wes Craven, ce qu'il fait dans Freddy est beaucoup plus intéressant dans l'idée du slasher, dans l'idée de ce climax de slasher. Mais c'est vrai que si je vous parle, par exemple, je dois voir Halloween, le tout premier Halloween de la trilogie qui est ressorti, parce que moi j'ai vu le second que j'ai vraiment pas aimé du tout, j'ai pas vu le 3 du coup, mais il me manquait le premier. Et le premier, pareil, c'est un des films préférés de mon cousin, il l'aime beaucoup, il trouve que c'est peut-être pour lui un des meilleurs Halloween, et version moderne, je suis curieux de voir ce que ça donne, comment c'est raconté, comment c'est abordé. Je suis curieux de voir ce que ça donne, je suis curieux de voir si j'aimerais ou non, et je pense qu'on va avoir le même débat le jour où je vous parlerai de ce film. C'est que j'aimerais pas la fin, je le pense sincèrement, parce que quand je regarde un slasher, les derniers slashers que j'ai vus, ce qui me plaît pas, c'est la fin. C'est très 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 rare de tomber sur des slashers où la finalité me plaît, honnêtement, parce qu'en fait, dès que je vais penser à un slasher où j'ai vraiment une totalité j'ai la totalité du film qui me plaît, ainsi que son climax, ça va être des films qui, fin de compte, s'éloignent énormément du slasher. Je pense à Us de Jordan Peele, j'adore Jordan Peele. Us de Jordan Peele, c'est quand même une famille qui est poursuivie. Enfin, il y a une petite idée de slasher qui s'arrête très très vite, qui s'arrête parce qu'on décide d'aller dans un truc un peu plus mystique, un peu plus réfléchi, un peu plus abouti, dans ce qu'on appelle communément aujourd'hui l'elevated horror, même si je déteste ce terme parce que ça veut tout et rien dire. Pourquoi il y aurait de l'horreur un peu plus intellectuelle que d'autres, ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est principalement ça moi qui me dérange dans Halloween, c'est son climax. Pourtant le début, je trouve que c'est extrêmement bien filmé, et c'est assez marrant, mais c'est pareil, c'est un truc que je ressens beaucoup dans les films d'horreur du type slasher, c'est que j'ai l'impression que la réalisation se fatigue. Au début, quand on t'introduit un méchant, quand on t'introduit une scène d'ouverture, on te fait quelque chose de choquant, de visuellement très fort. Ici, on a un plan séquence. Au niveau de Scream, on va avoir toute une scène remplie de tension qui est peut-être un des monuments des scènes d'intro. Enfin, je pense que niveau scène d'intro de film en règle générale, je pense que l'intro du premier Scream est quand même une des scènes les plus importantes du cinéma en termes de en termes de scène d'introduction. Donc c'est une grande scène, il y a vraiment une vraie idée de réalisation, une vraie idée de tension, et plus les films avancent, et je pense la même chose de Scream, mais plus les films avancent,
plus on va avoir cette idée de perdre petit à petit la réalisation parce que pas besoin. Alors que si c'est ça qui fait que c'est un peu plus original, c'est ça qui fait qu'on aime un peu mieux telle et telle chose. C'est là où je trouve que Massacre à la tronçonneuse est très très intéressant. C'est que plus on avance dans le film, la réalisation, la beauté visuelle, la mise en place de ta caméra, les couleurs vont être tout aussi jolies qu'au tout début, même voire mieux, parce que je trouve que le début, il y a quelques petits problèmes dans le film de Tobe Hooper, mais de Tobe Hooper, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'Halloween, j'ai l'impression que les 30 premières minutes sont extrêmement bien filmées. J'ai l'impression que le reste, c'est du classique. C'est vraiment du classicisme, c'est hyper classique. Et du coup, il y a un peu ce truc de putain, John Carpenter, on t'avait connu un peu plus intéressant en termes de cinéma. Et c'est peut-être pour moi le seul gros souci de ce film en termes de réalisation. Mais c'est vrai que le début a une réalisation qui est vraiment très très intéressante. On va parler directement ensemble de la suite qui est le documentaire, le film documentaire que j'ai pu découvrir qui s'appelle Beyond the Mat de Barry W. Bloodstain. It's all supposed to be fun. I think we touched a lot of people. It's not supposed to be real. You stop me, drop me with something. But behind the scenes, it's a whole different story. It's been hurt too many times. You need a new knee now. Et effectivement, on va parler de Beyond the Mat, qui a été un documentaire qui m'a mis une claque monumentale. Donc Beyond the Mat, c'est un film, donc un documentaire qui est réalisé par Barry W. Bloodstain. Je m'excuse d'avant pour tout mon problème d'accent. C'est un film qui est sorti officiellement le 22 octobre 99, mais qui revient sur l'année, si je me trompe pas, 97, avec plusieurs points de vue de catcheurs. Qu'est-ce qui est le but de ce reportage? Parce que pour comprendre, moi, si je vous parle de ce reportage vraiment comme si vous étiez fan de catch, je pense que vous allez vite abandonner mon explication. Et je pense que c'est important de remettre les choses dans le contexte. Je suis fan de catch depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'entends parler de Beyond the Mat, Beyond the Mat, Beyond the Mat. Il faut voir Beyond the Mat, documentaire hyper intéressant sur la condition des catcheurs dans les années 90. Parce que c'est un vrai sujet dans le monde du catch. Il y a des gros problème dans la condition du catch en 1990 et dans les années qui suivent. Et puis ensuite, il y a malheureusement un accident qui arrive parce que je pense honnêtement que ça a changé sincèrement le paysage du catch. Il y a un accident qui est un meurtre. Il y a Chris Benoit qui va tuer sa femme et un de ses enfants et qui va ensuite se donner la mort. À cause, alors c'est compliqué de dire à cause parce que c'est un meurtre. Voilà, on va pas légiférer un meurtre, c'est pas le but ici, mais en partie à cause de commotion cérébrale qu'il a pu avoir tout le long de sa carrière avec des protocoles de commotion cérébrale qui n'étaient pas du tout respectés. Quand l'analyse de son cerveau a été faite, il avait un cerveau d'une personne de 80 balais, je crois, alors qu'il en avait 40. Enfin, c'est médicalement, psychologiquement, il y avait un vrai truc sur les catcheurs et il y a eu cet élément-là qui a clairement redistribué les cartes. Avant, c'était un peu à la Wall Again to Beast to Fly, tout le monde faisait ce qu'il voulait, rien n'était vraiment respecté et il y avait quelque chose qui s'appelait le catch hardcore, qui existe toujours, bien sûr, mais il y avait du catch hardcore dans la plus grande fédération du monde qui est la WWE. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce documentaire-là revient entre autres sur Mick Foley, grande légende du catch tout court, mais du catch hardcore. Terry Funk, donc Mick Foley, c'est la personne que vous voyez au milieu avec le masque. Terry Funk qui va être à gauche sur la photo, qui va être aussi une légende là, un peu plus du catch hardcore, un peu moins du catch général. Alors, ça reste une légende du catch en général, mais beaucoup plus du catch hardcore. C'est vraiment la légende du catch hardcore. Et vous voyez à votre droite The Rock, là vous le connaissez, et on va revenir sur plusieurs histoires au sein du catch, pas que sur eux, mais ça va être principalement, moi ce qui m'a le plus marqué dans ce documentaire là, c'est Mick Foley. C'est l'histoire de Mick Foley, donc avec son masque qui s'appelle Mankind, il a deux personnages, Mick Foley, Mankind, c'est l'arc le plus intéressant. Il y a un autre arc, alors là on le voit pas juste là, mais il y a un autre arc qui est abordé lors de ce documentaire, c'est sur Jack Roberts. Je vais vous en parler petit à petit, parce que je vais un peu plus décortiquer le film, ça reste un film documentaire, donc je pense que je peux y aller, que c'est pas très grave s'il y a quelques spoils. On commence ce film documentaire avec Vince Beckman et un catcheur qui vomit sur commande, et Vince Beckman est content. Vince Beckman, c'est
c'était plutôt, on va dire ça comme ça, parce qu'il s'est fait virer et il a des histoires assez sales au cul. C'est un personnage de catch très spécial. C'est une personne qui gère la WWE, WWF avant, qui a toujours eu des problèmes. Sincèrement, je crois que depuis que je suis fan de catch, j'ai toujours entendu que ce mec était problématique et j'ai l'impression que tout le monde était au courant depuis des années que ce mec était problématique. Par rapport aux femmes, par rapport au traitement, par rapport par rapport à tout, hein, sincèrement. Et on le voit très bien dans ce documentaire. C'est un documentaire qui va clairement être à charge contre lui. C'est même un documentaire pour l'histoire qui a eu beaucoup de batailles médiatiques et juridiques, si je me trompe pas, parce que Vince voulait interdire le documentaire de voir le jour. Parce qu'il y a une vraie critique pendant les 15 premières minutes, il y a une vraie critique de ce que Vince McMahon fait, avec entre autres une réunion qui est filmée où il est en mode, il est à fond sur un catcheur qui sait vomir sur commande et il est heureux. Ce mec est vraiment un starbé, c'est une folie. Voyez le documentaire sur Netflix, même s'il y a beaucoup de défauts, voyez le documentaire sur Netflix qui est quand même hyper intéressant sur Vince McMahon. Et entre autres, il va avoir un montage parallèle qu'on va retrouver très souvent dans le documentaire, c'est ça qui est hyper intéressant, sur le fait qu'on a les officiels de WWE, excusez-moi, et Vince McMahon qui vont dire que des choses positives sur leur traitement des superstars, et ensuite on va avoir en parallèle des discussions avec des anciennes superstars, avec des gens qui ont vécu des dingueries, qui vont dire, bah là il y a ça qui est pas là, là il y a ça qui est pas là, et c'est quelque chose qui va revenir un peu plus tard, entre autres les vacances. C'est con, mais c'est un documentaire qui parle de vacances parce qu'il y a beaucoup cette idée de si je prends des vacances, je sais que je vais être viré. Et c'est quelque chose qui va revenir dans un des arcs qu'on va avoir. Je vous passe tous les arcs qui entrent. On va parler de jeunes catcheurs qui sont en indépendant pour présenter le circuit indépendant. On va parler de plein d'autres choses, mais on va parler à un moment de Jack Robert. Jack Robert, c'est assez fou son histoire. C'est une personne, alors il en parle dans le documentaire, il faut même le voir pour comprendre. Sa mère s'est fait agresser sexuellement. De cette agression, donc par son beau-père, de cette agression, la mère a eu un enfant qui s'appelle Jack the Snake Robert, qui s'appelle Jack Robert, ça c'est pas son vrai nom, c'est son nom de... Mais en tout cas, voilà, c'est lui. Et entre autres, du coup, son père, c'était le beau-père de sa mère, et lui est né d'une agression sexuelle. Je dis pas le mot en V parce que j'ai avec YouTube et tout ça, j'ai juste peur que ça soit que ça soit bloqué et que ce soit la merde. Mais voilà. Ensuite de ça, il va aussi avoir sa sœur qui va être assassinée, si je me trompe pas, de ce que j'ai compris. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a une vie horrible. Il va avoir une fille qu'il ne va pas voir. C'est simple, il va limite l'abandonner. Et dans le documentaire, on le revoit retrouver sa fille. En plus de ça, il va avoir de l'addiction à la drogue. Pour moi, il y a peut-être le pire passage du documentaire où donc sa fille dit bah je suis content, il a arrêté la drogue, on se reparle depuis là. Enfin, elle montre un carnet où elle mettait ses lettres et la lettre où il dit qu'il a arrêté la drogue, elle l'a un peu mis comme un twist ou un truc qui voilà, c'est un changement dans sa vie, c'est quand son père a arrêté la drogue. Bon. Il va voir sa fille, ça se passe pas trop bien. Sa fille lui dit en gros la vérité parce qu'ils ont une relation très complexe. Il retourne, il se prend, je sais plus ce que c'est, je sais plus ce que c'est exactement, mais en gros il se drogue dans la chambre d'hôtel où il est avec le réalisateur, quoi. Et en fait c'est assez fou parce qu'on voit à quel point c'est des gens qui sont bouffés par la vie, qui sont bouffés par ça et je vais vous laisser voir le documentaire, il faut voir ce documentaire, il est trouvable avec des sous-titres français, je peux même, si ça intéresse des gens, le mettre en lien Google Drive, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, ou envoyez-moi un message sur Insta, sur TikTok, mais pour me dire, bah je suis curieux d'avoir un lien Google Drive où t'as le film à disposition en VF, enfin en version sous-titrée, parce que c'est hyper intéressant, il faut le voir pour comprendre à quel point sa vie est horrible, que sa fille lui reproche de ne pas avoir été là, que lui pleure en disant que s'il prenait des vacances, Vince McMahon l'aurait viré, hop, un retour par rapport à ce qu'on a vu, et en fait vraiment il va avoir tout un truc là-dessus qui est hyper touchant. Ça, c'est pour la partie Jack Robert. On va avoir une autre partie sur Terry Funk. Terry Funk, c'est juste qu'il veut prendre sa retraite. On est en 97. Son dernier match à Terry Funk a eu lieu en 2017. Le mec n'a pas su s'arrêter. Il a fait que de continuer à faire des matchs hardcore, hein. Je crois que son dernier match en 2017, c'est encore un match hardcore. Le mec a 70 balais quand il fait ça. Enfin bref. Alors qu'on voit dans le documentaire en 97 qu'il est claqué, qu'il est cassé de partout, qui doit changer sa hanche, et du coup il prend sa retraite, qui est une fausse retraite parce qu'il fait que de revenir. Enfin bref, lui c'est un vrai drogué de catch pour le coup, et c'est hyper intéressant l'arc autour de Terry Funk
qui est pas forcément le plus intéressant. Et il y a l'arc final qui va être l'arc sur Mick Foley, qui est pour moi le plus intéressant et qui est pour moi le plus touchant. Vous avez peut-être vu dans la bande-annonce que je vous ai diffusée, une mère qui pleure avec ses enfants dans les bras au bord d'un ring, ou en tout cas dans le public. En fait, c'est Mick Foley, il fait un match contre The Rock, qui est un match hardcore, où il se prend, je crois, 30 coups de chaise dans la tête. Et c'est pour ça que je vous parlais de cette idée du protocole cérébral par rapport au catcheur qui s'est suicidé et qui a tué sa famille, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on en avait rien à foutre avant. Il se prend je ne sais pas combien de coups de chaise dans la tête. C'est un match hyper violent contre The Rock, vraiment quelque chose d'assez horrible, et j'ai très mal vécu ce moment dans le documentaire parce que il a décidé, comme un bon papa, parce que c'est un bon papa, c'est comme ça en tout cas qu'on nous le montre dans le documentaire, et des retours qu'on a de Mick Foley, c'est une personne très très bien, c'est une personne totalement basée, c'est une personne qui est très présent pour ses enfants. Enfin bref, Mick Foley est connu pour être une très 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 bonne personne, et Mick Foley ramène ses enfants dans le show parce que pour lui il l'emmène juste au travail sans se rendre compte du traumatisme que ça peut créer à sa femme, à ses enfants. Et je pense que c'est une des choses qui m'a le plus trauma, c'est de voir ses enfants, cette femme à chialer, à crier, à devoir partir, tellement que c'était horrible de voir leur mari ou leur père se faire détruire la gueule. On est bien sur quelque chose de faux, mais avec des coups portés, hein. Je pense que ça c'est les bases que je suis pas forcément obligé de rappeler. On parle de cinéma, on est quasiment sur la même chose, hein. C'est du théâtre avec des cascades, hein, clairement, sauf que là ils se font vraiment mal à certains moments, et juste le but c'est pas de se blesser, et le problème c'est que pour des enfants, pour une mère de famille, voir le daron de la famille se faire détruire à ce point, je pense que c'est un peu compliqué, et c'est des images très traumatisantes. Et le but du documentaire est là pour aussi mettre en avant le fait que ce qu'il fait peut mettre sa famille en danger, peut le mettre en danger, parce que Mick Foley est connu pour sauter de cage à 3 mètres de haut du sol. Vous voyez, c'est un peu ce genre de mec. Donc vraiment, il y a tout un truc là-dessus qui est hyper intéressant, et le documentaire vient bien appuyer, je vais pas vous spoil la scène de fin, mais vient bien appuyer là-dessus, le ressenti de la famille vis-à-vis de ce qu'il fait, vis-à-vis de sa profession, et surtout vis-à-vis du fait qu'il les emmène. Moi je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point on insiste sur le fait que il les emmène, et voilà, on a envie de montrer qu'est-ce que c'est un père qui souhaite montrer ce qu'il fait à sa famille. Ouais, sauf que ce que tu fais, c'est du catch hardcore où tu te retrouves la gueule en sang parce que tu t'es pris 30 coups de chaise. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué cette partie-là, mais bon, hein, c'est aussi ça le catch. Mais je vous invite à vraiment le voir pour prendre connaissance du catch, parce que c'est un documentaire que j'ai beaucoup aimé, par sa construction, par sa façon de dénoncer des choses qui ont été dénoncées par la suite. Fin de compte, il y a vraiment il parle de New Jack entre autres. New Jack, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais New Jack, c'est un personnage très spécial. C'est une personne qui a fait des meurtres, qui a fait des tentatives de meurtre aussi, et il veut se lancer dans Hollywood. Enfin, c'est un peu what the fuck, il se passe plein de choses à la minute dans le documentaire. Ça dure 1h40, c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à le voir, et j'espère sincèrement que même si vous n'êtes pas fan de catch, je vous passerai le pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je puisse vous envoyer un lien, puisque je le ferai volontiers, parce que c'est une façon de comprendre le catch et de comprendre dans quel univers aussi très masculin, très toxique le catch a pu grandir. On va parler ensuite du dernier film dont j'ai à vous parler. On va parler des Rayons et les ombres de Xavier Giannoli. Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples. Je voudrais raconter comment on en est arrivé là. C'est un film que j'ai adoré. Je sais même pas comment je vais pouvoir vous en parler correctement. Tellement j'ai aimé ce que j'ai vu, tellement j'ai trouvé ça très 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 bon. J'ai mis 4,5 comme vous voyez sur ma note, je me réfère à ce que je mets sur Letterboxd, et en vrai j'ai envie de vous dire c'est peut-être un 5 pour moi, hein, tellement que j'ai trouvé ça grandiose. Je sais pas par où commencer. J'ai conscience que sur Beyond the Match, j'ai été comment on appelle ça, un peu dispersé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à parler et je savais pas trop comment aborder ce sujet-là, en espérant quand même que ça vous a donné envie de voir le documentaire. Là pour le coup, les Rayons et les ombres, c'est un peu plus clair parce que j'ai eu le temps de le digérer depuis mercredi, et en vrai c'était une séance
assez folle. Moi j'ai eu très peur, je pense que le contexte dans lequel je l'ai vu est très important. J'ai eu très peur de m'endormir devant le film. C'est un film de 3h19. 3h20 de film qui parle de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je vous avoue que c'était un peu compliqué, et je sortais du boulot, je travaillais du matin depuis 8h, je suis sorti à 14h et j'ai directement été voir le film, et c'est vrai que j'ai eu très très peur de subir un peu le film, et en fait je l'ai subi mais pas de la manière dont je pensais. Le film m'a roulé dessus par ce qu'il raconte, par sa façon de raconter les choses. Moi j'y allais avec une grosse appréhension qui était d'avoir un traitement de la gauche comme si c'était eux, l'extrême droite. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer d'éviter tout ce qui est mots en haine, si vous voyez ce que je veux dire, parce que YouTube casse les couilles avec ça. Ouais, si je le dis, c'est pas très grave, tant pis. Mais voilà, j'avais peur que ça soit la gauche égale nazi, et que ça soit ça le dicton du film. Sachant que Xavier Giannoli, moi je le connais pour Illusion perdue, qui est un très très grand film de cinéma français, mais je le connais pas forcément pour ses avis politiques, et je n'ai aucune idée de ce qui se passe réellement. Et j'ai vraiment eu peur de ça. On est en plein dans un truc de paranoïa où l'extrême droite essaye de revirer l'antisémitisme sur la gauche, et c'est quelque chose que je trouve insupportable politiquement, vraiment, sincèrement. Moi c'est quelque chose dont je suis loin d'être d'accord, et si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite fortement à ne plus me suivre, parce que sincèrement, si vous n'avez pas compris que c'était un podcast de gauche, que je suis fan de cinéma et que le cinéma c'est de gauche, bon bah voilà, déjà c'est quelque chose que vous n'avez pas compris, mais j'insiste là-dessus parce que j'avais très très peur que ça soit à charge contre la gauche, que ça soit un film qui dit regardez, c'est un ancien gauchiste qui est devenu nazi, tiens c'est bizarre. Non, c'est pas ça que le film fait. Le film part bien du principe que effectivement c'est un humaniste. Ils insistent beaucoup sur le mot humaniste. Je crois que dire que c'était un homme de gauche, il le dit 3-4 fois dans le film maximum. C'est pas quelque chose qui nous est vraiment rappelé. C'est rappelé principalement dans le procès de fin, qui en plus de ça est là pour doser tout ce que le film nous amène. Et bon, déjà on nous le dit pas beaucoup, on dit surtout que c'est un homme qui est humaniste, qui travaille avec les ligues contre l'antisémitisme, qui travaille dans cette idée d'avoir une relation de paix avec l'Allemagne, et aussi dans cette idée d'avoir une évolution positive de l'acceptation des Juifs dans une France de 1930. Hyper intéressant. Et il va y avoir un élément dans le film qui est pour moi, je trouve, extrêmement intéressant de la façon dont c'est mis, de la façon dont c'est abordé. C'est Otto Abetz, qui va être son meilleur ami, on va dire ça comme ça, qui lui est allemand, qui va se faire appeler par les nazis, et ils vont lui proposer un espèce de contrat où il deviendrait un peu cette image de l'amitié France-Allemagne en France. Et c'est hyper intéressant, parce que le film ne se concentre pas sur ça. Il y a le moment où il va parler avec ces nazis. Ils ont un dialogue par rapport à ça, par rapport au fait qu'il est une des images de l'entente France-Allemagne et qui pourrait être un atout pour eux. Il y a cette image-là, et puis après, il y a plein de choses qui se passent, parce que le film est très riche, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on se retrouve à un moment où il fête la sortie d'un film, et où en fait il se fait arrêter, il se fait renvoyer de France parce qu'il fait partie du régime nazi en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de comment c'est amené, où lui s'est fait complètement manipuler et s'est complètement transformé, hein, aussi, parce que peut-être qu'il y avait des idées au fond malheureusement qui se rejoignaient aux idées du nazisme, mais d'un coup il switch. Et on suit nous du coup le personnage on suit du coup le personnage de Jean Luchère et de sa fille du coup, et en fait il se retrouve un peu surpris, et va petit à petit devenir lui aussi antisémite, devenir une personne, un média d'extrême droite. Et c'est là où on fait beaucoup malheureusement qui a beaucoup de rapprochements avec ce qui se passe à l'heure actuelle, et qui va suivre cette collaboration avec son ami, et donc par conséquence avec l'Allemagne nazie. Et c'est hyper intéressant de comment c'est abordé. C'est un film qui n'est pas là pour 100% diaboliser ses personnages, ce qui aurait été logique au vu du fait que c'est des
collabos, surtout principalement la fille qui a encore un destin un peu spécifique, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on suit la fille dans un présent de 1948, je crois, 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, et elle nous raconte via des enregistrements, via une façon, via des paroles, via sa façon de remettre les choses dans l'ordre, elle nous raconte ce qui se passe, et c'est ça qu'on a après dans le film où on se retrouve pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le procédé est en plus de ça hyper intéressant. Mais du coup, il y a vraiment tout ce truc autour de la collaboration et de elle, son point de vue pendant la collaboration. Mais il y a quelque chose dont je vais revenir qui est hyper intéressant dans le film aussi. Et elle voit tout ce changement, elle voit comment ça évolue, et c'est hyper intéressant comment le film le filme. Et du coup, il diabolise pas ses personnages. Alors un peu plus Jean Lucher quand même que sa fille, mais que Corinne Lucher, et il les diabolise pas. Mais par contre, il va aller en contradiction avec eux. Et entre autres sur la fin, moi j'ai quand même eu un commentaire sur TikTok qui m'a rendu fou, de quelqu'un qui a dit j'ai pas aimé le film, je me suis barré avant la fin. Mais en fait, la fin est là pour faire la balance. Politiquement parlant, sur ce que le film raconte, la fin est complètement là pour faire la balance, parce qu'effectivement tu peux pas être en haine envers tes personnages pendant 3 heures de film. Autrement, en fait, ton film échoue au bout de 30 minutes, ton film est plus du tout intéressant parce qu'on déteste tes personnages et qu'on n'a pas envie de savoir la suite. Je dis pas que j'étais en empathie pour eux, je dis pas que j'étais en amour pour eux, pas du tout, mais je trouve que c'est hyper intéressant le dosage, et j'avais peur de ça moi aussi. J'avais peur qu'il soit trop complaisant avec ses acteurs, avec ses personnages, et que du coup à la fin il arrive pas à doser correctement. Et en fait non, je trouve que c'est incroyablement bien mis en place comment le dosage se fait grâce au procès final, grâce à tout ce qu'on nous raconte au final. Et pour moi, avec entre autres un des arcs les plus intéressants du film, il y a tout un arc avec la tuberculose qui est plutôt cool. Moi j'aime plutôt bien, même si j'ai vu que ça critiquait beaucoup cet arc là. Moi je trouve que ça remet bien cette idée de ils avaient qu'en tête que leurs problèmes, et en fait les problèmes de ce qui se passe, enfin ce qui se passait à côté n'existait pas pour eux. Leurs problèmes étaient leurs problèmes, un problème qui reste quand même très grave, hein. On parle de la tuberculose, mais vraiment tout ce qu'il y avait autour d'eux ne les concernait pas. Et c'est tout un truc où donc Corinne Lucher est de base une actrice qui fait sa petite carrière qui se passe plutôt bien avant la Seconde Guerre mondiale, et qui se coupe du coup après parce que la Seconde Guerre mondiale est là, et parce qu'elle a la tuberculose et que c'est plus compliqué pour elle. Et en fait, il y a un des réalisateurs qui est roumain, je crois, qui est russe. J'ai pas envie de dire de conneries, je vais vous dire des conneries. Je sais plus la nationalité. En tout cas, il vient des pays de l'Est. C'est ce réalisateur-là l'aime beaucoup, mais juif. Et du coup, il y a tout un truc où lui, il doit partir, il prévient qu'il doit partir, il lui prévient qu'il faut qu'elle fasse attention à Otto Abetz, parce que même si c'est son parrain, parce qu'il y a tout un truc comme ça, hein, où vraiment c'est un membre de la famille, même si c'est son parrain, c'est pas une bonne personne. Il y a vraiment tout un truc autour de ça qui est hyper intéressant, et on le voit revenir à la fin du film. Et il y a tout un discours, je vais pas rentrer trop en détail parce que le but n'est pas de spoil, mais il y a tout un discours autour du fait que tout le long du film, Corinne Lucher répète: on ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait. On ne savait pas ce qui se passait. Comme si c'était sa seule justification. Comme si c'était sa seule façon de se justifier et de dire: mais pourquoi vous m'en voulez ? Je ne savais pas ce qui se passait. Sauf que comme ce dialogue de fin nous l'indique, est-ce que tu ne savais pas ce qui se passait, ou est-ce que tu n'as jamais cherché à savoir ce qui se passait ? Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment le fond du truc. Le film, c'est un film qui parle de luxe tout le temps. C'est un film qui est avec beaucoup d'alcool, beaucoup de sexe, beaucoup d'amour entre les gens. Il y a un vrai truc où tout est extrême, tout est vraiment, c'est l'argent, ça coule à flot, c'est l'alcool, c'est les grandes soirées mondaines, c'est une façon de voir une France occupée qui n'est pas du tout la réalité des choses. C'est une façon de voir une France de ces années 40 qui n'était pas du tout la réalité. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait on est plongé nous-mêmes on est limite trompé par ce film pendant 3 heures où on se dit: mais putain, ça c'est la France occupée, tiens. Et en fait c'est le film montre exactement ce dialogue-là, ce dialogue de est-ce que tu ne savais pas ce qui se passait, ou est-ce que t'as au moins cherché à savoir ce qui se passait. Ça nous montre tout ce que le film raconte. Le film ne parle jamais
des camps de concentration. Le film en parle 2-3 fois et ça s'appelle des camps de travail. Jamais il dit droit dans les yeux avant la fin, avant le procès, jamais il nous dit camp de concentration. Parce que c'est un film qui veut nous faire oublier ça pour appuyer le propos de fin qui est: est-ce que tu as cherché à savoir avant de dire que tu ne savais pas ce qui se passait? Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une façon, c'est une envie. Il aurait pu faire un montage parallèle où il nous montre ce qui se passe en Europe pendant cette période-là. Il aurait pu nous dire, bah voilà, à Paris, Corinne Lucher et Jean Lucher font la fête à tel moment, elle est en plein trouble, parce qu'il y a toute une histoire autour d'un trouble, lui il est en train de faire ses petites magouilles de son côté avec plein de thunes et avec son média. Voilà ce qui se passe en Allemagne en même temps dans les camps de concentration. Et non, il ne raconte pas tout ça. Il parle que des côtés positifs, des côtés de ce que Jean Lucher vivait, des côtés positifs. Côté positif pour Jean Lucher et Corinne Lucher, et ne vient jamais à parler de la réalité des choses, parce que le dialogue de fin le dit: est-ce que tu as cherché à savoir ce qui se passait ou est-ce que tu n'as jamais cherché? Et c'est pour moi toute la force du film, c'est comment on va te raconter ça. Il n'y aurait pas ce dialogue-là, l'impact aurait été différent. Je vous le dis honnêtement, je trouve que ce dialogue-là est extrêmement important, parce que sans ce dialogue-là, le film n'a pas du tout le même impact, n'a pas du tout la même résonance sur pourquoi pendant 3 heures on ne voit pas la condition, on ne voit pas quelle est la condition des habitants juifs de France, des habitants juifs de l'Europe entière. Et je trouve ça hyper intéressant de comment c'est filmé, de comment c'est amené. C'est un film qui pour moi ne se casse pas la gueule. J'ai pu voir des gens qui disaient ça se casse la gueule, c'est peut-être un peu trop complaisant avec ses persos. Pas du tout. À la fin, moi je sors énervé par Jean Lucher, et je sors un peu plus, enfin énervé, de la haine envers un personnage comme Jean Lucher. Et pour le personnage de Corinne Lucher, c'est un peu plus mitigé, parce que la façon dont il racontait son histoire, je vous laisserai aller voir, mais tout est un peu plus compliqué, mais on lui en veut, on ne sort pas de cette histoire indemne, et elle s'en veut elle aussi, hein, bien sûr, forcément, mais on lui en veut. Et c'est, je trouve, un film absolument grandiose, un film utile pour le cinéma français. Et j'ai pris mon temps de vous parler de ce film. Je suis désolé si j'ai pris 10 minutes pour vraiment détailler mon avis là-dessus, mais je trouve que c'est hyper important de revenir là-dessus. Il y a un dialogue incroyable qui est ce dialogue de fin avec le réalisateur, ce dialogue sur le cinéma. Il y a tout un dialogue aussi sur cette idée que... au fond d'eux, Otto Abetz et Jean Lucher ont envie d'avoir une France amie avec l'Allemagne nazie, alors que l'Allemagne nazie n'ont pas du tout envie. Et je trouve ça très paradoxal, limite un peu marrant dans le fond, où de voir que même eux sont tellement aliénés par un système, par des paroles, par une propagande constante, qu'ils se rendent même pas compte qu'ils se font prendre pour un con, par le pays d'à côté, quoi. Et c'est, je trouve, hyper intéressant. Il y a toute une scène sur le retour du tombeau de Napoléon qui est extrêmement forte, sur comment ils se font prendre pour un con par Pétain et par la direction de l'Allemagne nazie. Je dis ça comme ça parce que je pense vraiment pas que l'autre est citable. Même, j'ai pas envie de le citer, hein, si on peut éviter. Mais il y a tout un truc autour. Alors déjà, visuellement, c'est absolument magnifique, hein. Le retour du cercueil de Napoléon, visuellement, j'ai pris une claque monumentale. Et sur ce que ça raconte par rapport au fait qu'ils sont tellement aliénés qu'ils s'en rendent compte, mais sans vraiment s'en rendre compte, parce qu'ils sont quand même en train de prêter allégeance à l'Allemagne nazie, alors que en fait l'Allemagne nazie sont en train de les enculer par derrière et qu'ils en ont rien à foutre de eux. Je trouve que ça montre à quel point ils sont aliénés, en fait, aliénés par ces idées, aliénés par cet antisémitisme dégueulasse que l'Allemagne nazie leur a mis dans la tête. Et qui sont devenus, et je trouve ça hyper intéressant, de la façon dont c'est abordé, de la façon dont c'est correctement ajusté, de la façon dont c'est correctement comment on peut dire ça, décortiqué. Et sincèrement, je suis désolé si c'était un peu fouillis, mais j'ai passé un grand moment de cinéma. Je trouve que c'est typiquement le genre de film qu'on a besoin de voir au cinéma, et qui, je trouve, a des messages politiques très intéressants. Je pense que ça va être déformé par l'extrême droite. Je pense sincèrement, j'ai déjà vu Destination Ciné sur Twitter qu'on envoie fièrement chier, qui a déjà détourné le film. Ne vous faites pas avoir sur ces propos-là. C'est un film qui, avant tout, qui ne met pas en avant cette idée de gauche qui évolue vers de l'antisémitisme, comme ce que l'extrême droite voudrait nous faire croire, hein. On rappelle quand même, pour le petit côté politique, on rappelle quand même que l'extrême droite actuelle française a été fondée par des anciens SS. Et je pense que c'est toujours important de le rappeler, hein. Nos racines sont importantes, et les racines de ce parti-là aussi.
Enfin bref, quand t'as un parti qui vient du nazisme, je pense que c'est compliqué de retourner la question de l'antisémitisme envers les autres. Mais ça, c'est un autre débat. Je m'excuse pour ces petits apartés politiques, mais je pense que c'est important. C'est important d'avoir aussi un vrai discours là-dessus, parce que c'est un film qui est avant tout politique, qui est tellement complexe que les gros droitardés n'arriveront pas à l'analyser, à essayer d'en décortiquer quelque chose. Moi, je vous le dis, c'est un film qui ne se veut pas. Je dirais pas que ce soit un film foncièrement de gauche, hein, mais en tout cas, c'est un film qui ne veut pas se mêler à l'extrême droite, ça j'en suis sûr. Et allez voir Les Rayons et les Ombres. Prenez le temps d'aller voir Les Rayons et les Ombres. C'est peut-être un des projets les plus intéressants, les plus grandioses du cinéma français depuis très longtemps. Xavier Giannoli est sur le toit du monde, il parle de la presse de la meilleure des façons, il l'avait montré qu'ils ont perdu, il le refait ici avec la collaboration. Vraiment, Xavier Giannoli est un réalisateur que je trouve absolument incroyable. Mais je pense qu'on a terminé de parler de ce film. On va directement parler des sorties de la semaine. Fini les rayons et les ombres. Je m'excuse encore d'avoir pris le temps, mais je trouve que c'est hyper important de revenir sur chacun des points. Je suis désolé si j'ai pas été très clair, mais vraiment ça me touchait, ça me tenait à cœur de revenir là-dessus sur le message que le film avait, parce que je trouve que c'est un grand film avec un très très beau message. Parlons des sorties de la semaine et parlons des sorties de ce 25 mars. On a 3 sorties, ça va être une semaine compliquée. Je sais déjà que la semaine prochaine je vais vous parler de Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, film de Xavier Legrand qui est qui est un de mes films français préférés. Je trouve ce film extrêmement fort, extrêmement bon, et je le vois samedi parce que mon cinéma le rediffuse. Je le vois samedi soir, donc vous inquiétez pas que je vais vous en parler. Est-ce que je vous parlerai de films qui sortent cette semaine? Je doute. Je pense que ça va être du rattrapage. Je pense que ça va être du vieux film la semaine prochaine dont je vais vous parler, parce que le 25 mars sortira Ce qui compte de Jean-Baptiste Leonetti. Honnêtement, j'ai vu la bande-annonce, ça ne me donne pas du tout envie. On verra les retours. Si vraiment les retours sont très positifs, en plus j'aime bien Pierre Lotin, j'aime bien Sandrine Kimberlin, mais waouh, la bande-annonce me donne vraiment pas envie. Donc Ce qui compte, je ne pense pas aller le voir. On a aussi Anémone qui sort de Ronan Del Lewis, le fils de Del Lewis, qui joue entre autres dans le film. Pareil, les retours sur le film sont très très négatifs. Le film a été présenté à Paris il y a quelques semaines et les retours sont vraiment pas très bons. Est-ce que j'irai le voir? Je doute. Et par contre, c'est peut-être le film qui m'intéresse le plus, bizarrement, c'est L'Ultime Héritier de John Patton Ford. Ça a l'air d'être une comédie un peu de crime, plutôt cool, sincèrement. Je pense pas que ça va casser 3 pattes à un canard, mais ça a l'air d'être vraiment cool, et s'il est diffusé dans mon cinéma, peut-être que j'irai le voir. On a l'impression d'avoir une espèce de... Enfin, je sais pas, c'est un peu dans cette idée des films à la femme de ménage, mais là, version homme, avec ce côté L'Ultime Héritier. On verra ce que ça donne. Je connais pas le cinéma de John Patton Ford, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, je serai au cinéma pour voir tout ça. Pour ce qui est de la semaine prochaine, comme je vous ai dit, je ne pense pas vous parler des films qui sortent là. Je pense vous parler d'autres choses, peut-être, comme je vous ai dit, j'ai déjà oublié le nom du film, ça c'est fou quand même. L'Héritier, L'Ultime Héritier, je vous en parlerai sûrement. Les autres, je verrai suivant les retours. En tout cas, je vous parlerai de Jusqu'à la garde, ça c'est sûr, et on verra. Je vais vous prévoir ça demain, voir ce que je vais pouvoir aller voir cette semaine au cinéma. En tout cas, je vous remercie pour cette longue émission. J'avais beaucoup de choses à dire, que ce soit sur Beyond the Mat, que ce soit sur Les Rayons et les Ombres. C'est des films qui m'ont tenu à cœur. Halloween un peu moins, mais en tout cas, Beyond the Mat et Les Rayons et les Ombres sont des films qui m'ont vraiment tenu à cœur. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez avoir un petit lien pour Les Rayons et les Ombres. N'hésitez pas à aller au cinéma, prendre 3h20 de votre temps. Je sais que c'est beaucoup vous demander, c'est le printemps du cinéma, le cinéma est à 5€, c'est le moment d'en profiter, donc vraiment allez voir Les Rayons et les Ombres. C'est un film qui mérite d'être vu au cinéma. Sincèrement, c'est ce genre de film, si tu le regardes chez toi, tu le kifferas pas, je préfère prévenir à l'avance. Merci en tout cas pour cette émission. Vous pouvez m'écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Amazon Music. Enfin bref, vous pouvez m'écouter partout, sur YouTube Music. Aussi, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, pour parler une nouvelle fois de cinéma. Je vous souhaite une bonne soirée.